Nous commençons ici l'étude des modèles probabilistes, utilisés pour représenter le coût total d'un portefeuille d'assurance. Deux approches classiques vont être distinguées, le modèle de risque individuel et le modèle de risque collectif. Elles décrivent le même objet, c'est-à-dire le montant agrégé des sinistres, mais elles ne partent pas du même niveau d'observation. Dans le modèle de risque individuel, on considère directement les polices composant le portefeuille. Chaque assuré possède sa propre probabilité de sinistre, son propre montant assuré et éventuellement sa propre distribution de pertes. Le portefeuille est donc vu comme une collection de risques individuels hétérogènes. Cette approche est particulièrement naturelle en assurance vie, où l'âge, le sexe, la durée du contrat, le capital sous risque et la probabilité de décès diffèrent d'un assuré à l'autre. Elle convient également à certains portefeuilles non-vie lorsque l'on dispose d'informations détaillées, contrat par contrat. Dans le modèle de risque collectif, on ne suit plus chaque police séparément. On décrit d'abord le nombre total de sinistres survenus pendant la période, puis les montants individuels de ces sinistres. Le coût agrégé est alors obtenu en additionnant un nombre aléatoire de montants. Cette représentation est souvent plus naturelle en assurance dommage, où un même contrat peut générer plusieurs sinistres et où l'on cherche à modéliser séparément la fréquence et la sévérité. La distinction est importante. Le modèle individuel met l'accent sur l'hétérogénéité des assurés et sur la composition exacte du portefeuille. Le modèle collectif met l'accent sur la dynamique globale de survenance des sinistres. Dans les deux cas, l'objectif final est le même: déterminer l'espérance, la variance et, si possible, la distribution du coût total afin de calculer les primes, les provisions, les besoins en capital ou la probabilité de ruine. Ces deux modèles ne doivent pas être opposés de manière absolue. Le modèle collectif peut souvent être vu comme une approximation ou une agrégation du modèle individuel. Inversement, le modèle individuel fournit une description plus fine lorsque les caractéristiques de chaque contrat jouent un rôle essentiel. Dans les slides suivants, nous allons d'abord détailler le modèle de risque individuel, puis nous verrons comment ces propriétés permettent de calculer les premiers moments et la fonction génératrice du coût agrégé. Le modèle de risque collectif occupe une place historique majeure dans la théorie du risque. Il a été introduit au début du XXe siècle dans les travaux de Philipp Lohnberg, qui a montré l'intérêt du processus de Poisson pour représenter les arrivées de sinistres en assurance dommage. Cette idée est à l'origine du modèle classique de ruine que nous étudierons plus loin. Comparons maintenant les hypothèses des deux approches. Dans le modèle individuel, le nombre de risques assurés est fixé pendant la période d'observation. On connaît donc à l'avance le nombre de contrats composant le portefeuille. Chaque contrat est associé à une variable aléatoire représentant son coût éventuel. Une seconde hypothèse est qu'une police ne peut générer qu'un seul sinistre pendant la période. Cette hypothèse est naturelle dans certains contextes, notamment en assurance vie pour un décès, mais elle peut être trop restrictive en assurance automobile ou habitation, où plusieurs sinistres sont possibles au cours d'une même année. Le modèle individuel est donc particulièrement adapté lorsque l'événement assuré est unique ou lorsque l'on regroupe artificiellement plusieurs événements en un coût annuel unique par contrat. Les risques individuels sont en outre supposés indépendants. Cela signifie que la survenance ou le montant du sinistre d'un assuré n'influence pas ceux des autres. Cette hypothèse facilite considérablement les calculs, notamment parce que les variances s'additionnent et que les fonctions génératrices se multiplient. Elle peut néanmoins être mise en défaut par des événements communs, comme une tempête, une épidémie ou une inflation soudaine des coûts. Dans le modèle collectif, le nombre de sinistres est lui-même aléatoire. On ne fixe pas le nombre de termes à additionner. On suppose généralement que les montants individuels sont indépendants et identiquement distribués, ce qui revient à considérer que les sinistres observés sont issus d'une même loi de sévérité. Cette homogénéité simplifie la modélisation, mais peut masquer des différences entre types de contrats.
L'opposition essentielle est donc la suivante. Dans le modèle individuel, le nombre de polices est fixé, mais les distributions peuvent être différentes. Dans le modèle collectif, le nombre de sinistres est aléatoire, mais les montants sont souvent supposés issus d'une même distribution. Le choix entre les deux dépend de la nature du portefeuille, de la granularité des données et de l'objectif actuariel poursuivi. Nous abordons maintenant plus précisément le modèle de risque individuel. Considérons un portefeuille composé d'un nombre fixé de polices. À chaque police est associé un montant aléatoire représentant ce qu'elle coûtera à l'assureur pendant la période. Si aucun sinistre ne survient, ce montant vaut 0. Si un sinistre survient, il prend une valeur positive correspondant à l'indemnisation versée. Le coût total du portefeuille est obtenu en additionnant les coûts de toutes les polices. Cette construction est simple, mais elle contient déjà l'essentiel du modèle. Chaque contrat contribue éventuellement au résultat global, et l'assureur s'intéresse à la somme de ses contributions. 3 hypothèses structurent le modèle. Premièrement, les coûts individuels sont indépendants. Cela signifie qu'un sinistre sur une police ne modifie pas la probabilité ou le montant d'un sinistre sur une autre police. Comme indiqué précédemment, cette hypothèse exclut les chocs communs, mais elle permet de séparer les contributions individuelles au risque agrégé. Deuxièmement, la durée de couverture est fixée. Pendant cette période, le nombre de polices ne change pas. On ne modélise donc ni les entrées ni les sorties de contrat. Dans une application réelle, on choisit souvent une période annuelle et on considère un portefeuille exposé pendant toute cette durée, ou bien on ajuste les probabilités à l'exposition effective. Troisièmement, les variables individuelles ne sont pas supposées identiquement distribuées. C'est une différence fondamentale avec le modèle collectif. Chaque assuré peut avoir sa propre probabilité de sinistre et son propre montant de perte. Le modèle tient donc compte de l'hétérogénéité du portefeuille. Pour formaliser la survenance, on introduit pour chaque police une variable indicatrice qui vaut 1 lorsqu'un sinistre survient et 0 sinon. Cette variable suit une loi de Bernoulli dont le paramètre est la probabilité individuelle de sinistre. Si le montant payé en cas de sinistre est déterministe, le coût de la police est simplement ce montant multiplié par l'indicatrice. L'intérêt de cette décomposition est qu'elle sépare clairement la fréquence individuelle et la sévérité. Même dans le modèle individuel, on peut distinguer la probabilité qu'un événement survienne et le montant versé lorsqu'il survient. Cette structure sera utilisée sur les slides suivants pour calculer l'espérance, la variance et la fonction génératrice du montant agrégé. Supposons d'abord que, pour chaque police, le montant versé en cas de sinistre soit connu à l'avance. Le seul aléa est alors la survenance ou non du sinistre. Pour une police donnée, le coût vaut 0 avec la probabilité de non-sinistre, et il vaut le montant assuré avec la probabilité de sinistre. L'espérance du coût individuel est donc égale à la probabilité de sinistre, multipliée par le montant payé en cas de sinistre. Cette quantité correspond à la prime pure de la police. Elle représente le coût moyen à long terme pour l'assureur si l'on répète un grand nombre de contrats présentant les mêmes caractéristiques. L'espérance du coût total s'obtient en additionnant les espérances individuelles. Cette propriété ne nécessite pas l'indépendance. Elle résulte simplement de la linéarité de l'espérance. Le coût moyen du portefeuille est donc la somme des coûts moyens de toutes les polices. Pour la variance, là, l'indépendance devient essentielle. La variance d'une somme comporte en général des termes de covariance. Sous l'hypothèse d'indépendance, ces covariances sont nulles et la variance totale est la somme des variances individuelles. Pour une police, la variance dépend de 3 éléments. La probabilité de sinistre, la probabilité de non-sinistre et le carré du montant assuré. L'intuition est la suivante. Si la probabilité de sinistre est très faible ou très proche de 1, l'incertitude sur la survenance est faible. La variance est maximale lorsque l'événement et son absence sont tous deux plausibles. Le carré du montant intervient parce que la variance mesure des écarts quadratiques. Doubler le capital assuré multiplie donc par 4 la contribution de cette police à la variance. Ce calcul montre aussi que 2 polices ayant la même prime pure peuvent contribuer très différemment au risque du portefeuille.
Une police avec une faible probabilité, mais un très grand capital, peut avoir la même espérance qu'une police plus fréquente et moins sévère, tout en générant une variance beaucoup plus élevée. Le slide introduit enfin une généralisation importante. Le montant versé lorsqu'un sinistre survient peut lui-même être aléatoire. On représente alors le coût individuel comme le produit d'une indicatrice de survenance et d'une variable de sévérité. Cette extension est plus réaliste pour l'assurance non-vie, où le montant du dommage varie d'un sinistre à l'autre. Supposons maintenant que, lorsqu'un sinistre survient sur une police, son montant ne soit plus fixé mais aléatoire. Pour chaque contrat, on distingue donc une variable de survenance et une variable de sévérité. Le coût individuel est nul en l'absence de sinistre et égal au montant aléatoire en cas de sinistre. On suppose que la survenance et la sévérité sont indépendantes. Cette hypothèse signifie que le montant potentiel du dommage n'influence pas la probabilité que le sinistre se produise. Elle est pratique, mais elle n'est pas toujours réaliste. Certains facteurs peuvent affecter simultanément la fréquence et la gravité. Dans ce modèle de base, on les sépare néanmoins. L'espérance du coût individuel reste égale à la probabilité de sinistre multiplié par le montant moyen conditionnel en cas de sinistre. En additionnant ces contributions, on retrouve l'espérance du coût total du portefeuille. Pour la variance, le calcul est plus subtil. On utilise la formule de la variance totale qui décompose l'incertitude en deux composantes. La première composante mesure la variabilité de l'espérance conditionnelle. Elle traduit l'incertitude liée au fait que la sévérité potentielle varie d'un sinistre à l'autre. La seconde composante est l'espérance de la variance conditionnelle. Elle traduit l'incertitude liée à la survenance de l'événement, une fois le montant potentiel fixé. L'idée de la preuve consiste à conditionner par rapport à la sévérité. Lorsque le montant potentiel est connu, le coût devient simplement une variable de Bernoulli multipliée par une constante. On sait alors calculer sa moyenne et sa variance. On prend ensuite l'espérance de ces quantités par rapport à la distribution de la sévérité. Le résultat final fait apparaître à la fois la variance de la sévérité et son second moment. Cette distinction est importante. Le second moment tient compte non seulement de la dispersion autour de la moyenne, mais aussi du niveau moyen du sinistre. Une police peut donc avoir une contribution élevée à la variance agrégée, soit parce que ses montants sont très dispersés, soit parce que son montant moyen est élevé, soit parce que sa probabilité de sinistre est importante. Sous l'indépendance entre les polices, les variances individuelles s'additionnent encore. On obtient ainsi une décomposition claire du risque total. Chaque contrat apporte une composante liée à la fréquence et une composante liée à la sévérité. Cette structure est fondamentale pour la tarification, l'allocation de capital et l'analyse de sensibilité du portefeuille. La fonction génératrice des moments permet de résumer la distribution d'une variable aléatoire dans une seule fonction. Lorsqu'elle existe autour de 0, ses dérivés donnent les moments successifs. Elle est surtout très utile pour les sommes de variables indépendantes, car la fonction génératrice d'une somme est le produit des fonctions génératrices individuelles. Commençons par la variable indicatrice de sinistre. Comme elle ne prend que deux valeurs, sa fonction génératrice est obtenue en pondérant la valeur correspondant à l'absence de sinistre par sa probabilité et la valeur correspondant à la survenance par la probabilité de sinistre. On retrouve ainsi l'expression classique de la fonction génératrice d'une Bernoulli. Pour obtenir la fonction génératrice du coût individuel, on conditionne par rapport au montant potentiel du sinistre. Lorsque ce montant est fixé, le coût vaut soit 0, soit ce montant. La fonction génératrice conditionnelle possède donc la même structure que celle d'une Bernoulli, mais la transformation exponentielle porte désormais sur la sévérité. On prend ensuite l'espérance par rapport à la distribution du montant du sinistre. Grâce à l'indépendance entre la survenance et la sévérité, le résultat s'exprime directement à partir de la fonction génératrice de la sévérité. Intuitivement,
La fonction du coût individuel est un mélange entre deux situations. Avec une certaine probabilité, aucun paiement n'est effectué. Avec la probabilité complémentaire, on observe la distribution complète du montant du sinistre. Pour le montant agrégé, on utilise ensuite l'indépendance entre les polices. La fonction génératrice du total est le produit des fonctions génératrices individuelles. Cette formule reste valable même si les polices ne sont pas identiquement distribuées. Chaque contrat contribue avec sa propre probabilité de sinistre et sa propre distribution de sévérité. L'intérêt de cette représentation est multiple. Elle permet de retrouver l'espérance et la variance par dérivation. Elle peut aussi servir à identifier la distribution du total dans certains cas simples ou à construire des approximations numériques. En prenant le logarithme, le produit devient une somme, ce qui facilite encore l'étude asymptotique des grands portefeuilles. La démarche de preuve repose donc sur deux idées récurrentes. Conditionner pour traiter séparément la fréquence et la sévérité, puis utiliser l'indépendance pour transformer une somme de risques en produit de fonctions génératrices. Cette méthode constitue un outil central de la théorie du risque et prépare naturellement l'étude du modèle collectif.